Donc Loïc a réalisé une thèse au laboratoire de physiologie intégrative cellulaire et moléculaire à l'université Claude Bernard Lyon 1 sur les oiseaux, sur l'adaptation au froid des oiseaux. Voilà, et qu'il a soutenu en 2010. Et puis après, il est parti en postdoc à l'université d'Ottawa où il a travaillé sur le métabolisme énergétique des poissons et des insectes. Donc on voit qu'il change assez souvent de modèle, et ça c'est intéressant. Dans une carrière, c'est bien d'avoir une vision un peu large. Il a été recruté depuis 2014 au l'ENA, donc, qui est un laboratoire qui est à Lyon, dans lequel on est aussi partenaire sur d'autres projets, où il a développé une thématique de recherche vraiment autour de l'écophysiologie des poissons. Donc ces travaux de recherche se situent dans un contexte écophysiologique afin de comprendre les mécanismes physiologiques qui permettent aux organismes d'optimiser leur trait d'histoire de vie en fonction des contraintes environnementales. Donc on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps en fait dans un atelier de Lazare dans lequel on a pas mal discuté avec Émilie sur ses projets, les projets d'Émilie, les projets aussi qu'a mené Franck Cataneo avec Charles Lebrun ici, Franck qui est là, Franck. Voilà, et du coup on s'était dit que ce serait bien de réactiver en fait une collaboration, et puis on a parlé aussi avec Alan qui est là de tous ces travaux autour du poisson et de vraiment l'écophysiologie et des aspects bioénergétiques. Et donc Loïc a accepté de venir donner une conférence ici dans le cadre de nos séminaires. Et je le remercie, même si la météo n'était pas très favorable aujourd'hui, il a fait l'effort de venir, voilà. Et donc on va bientôt pouvoir commencer la conférence. Vas-y. Là, il va falloir meubler en attendant. Et du coup, Loïc va pouvoir aussi visiter nos installations expérimentales. Vous savez qu'on est en train de les rénover, on va dire, voilà, de leur redonner un niveau, et puis aussi de passer un petit cap aussi au niveau réglementaire. On avait pris un peu de retard sur tous ces aspects réglementaires. Loïc était venu à l'époque d'Émile Allan, que certains, les plus anciens, connaissent. Voilà. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est parti, Émilien? Ça fait 5-6 ans maintenant, non? Peut-être pas tant, ouais, voilà, qui travaillait sur les poissons, mais vous n'aviez pas vraiment collaboré avec. Non, on n'avait pas eu le temps. Oui, vous n'avez pas eu le temps, voilà. Il était parti. Mais voilà, donc du coup, je trouve que c'est plutôt sympa de réactiver cette collaboration, parce qu'il y a vraiment aussi des techniques que nous, on n'a pas forcément ici. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Alan et Émilie, tout ce qui est tunnel de nage, vraiment tous ces aspects-là. Et donc je pense que là, on va pouvoir amorcer des choses ensemble. Voilà. C'est bon? Eh bien, je te cède la parole. Merci encore. Bonjour à tous, merci de votre présence, merci Jean de m'avoir invité. Alors effectivement, on est le 1er avril, il neige, et je vais vous parler de poissons, donc tout va bien. Donc, Jean, avec ta présentation, du coup, tu m'as un peu tout pourri ma première diapo. C'est pas grave, donc je vais la refaire. Donc rapidement pour me présenter, effectivement, j'ai fait une thèse de physiologie à l'université Claude Bernard de Lyon, et ensuite sur la thermorégulation des oiseaux, donc avec deux modèles principaux, le canard barbarie et puis le manchot royal. Ensuite j'ai fait un ATVR sur la congélation des amphibiens, et je suis parti en postdoc pendant 1 an et demi à l'université d'Ottawa pour travailler sur le métabolisme énergétique des ectothermes, là cette fois-ci insectes et la truite arc-en-ciel. Depuis 2014, je suis j'ai été recruté en 2014 comme maître de conférence au l'ENA, donc au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, au cours duquel l'écophysiologie des poissons. Alors, en fait, ma thématique principale de recherche, même si j'ai beaucoup expérimenté de modèles, c'est globalement toujours la même question, c'est comment s'adaptent les individus, les organismes à des contraintes environnementales. Et en fait, le prisme par lequel je vais aller sur cette question, c'est des adaptations environnementales, des adaptations métaboliques liées aux contraintes environnementales vont entraîner souvent des contraintes énergétiques. Et c'est pour cela que je m'intéresse à la bioénergétique mitochondriale en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est la mitochondrie? La mitochondrie est un petit organite composé de deux membranes, une membrane externe et une membrane interne, qui va délimiter un espace intermembranaire et une matrice. Ce
qui est important de retenir, c'est son rôle. Elle fonctionne comme un moteur thermique, c'est-à-dire que vous avez une consommation d'oxygène et de carburant pour fournir de l'énergie et de la chaleur. Si on regarde un peu plus précisément ce qui se passe au sein de cette mitochondrie, enchâssée dans la membrane interne, vous avez ici des complexes représentés en jaune, qui sont donc des complexes de la chaîne respiratoire, ou maintenant on appelle plutôt ça la chaîne de transport des électrons. Donc 4 complexes qui vont permettre d'oxyder des substrats ici, et lorsque ces substrats vont être oxydés, il va y avoir une force protomotrice qui va se former au niveau de l'espace intermembranaire, et cette force protomotrice va être utilisée par l'ATP synthétase pour former de l'ATP. Et donc c'est ce ratio, en fait c'est ce couplage entre oxydation et phosphorylation qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça nous donne un proxy de l'efficacité mitochondriale. C'est-à-dire savoir la quantité d'ATP produit par oxygène consommé. Et ça, c'est un rapport qui peut changer en fonction des performances individuelles. Donc, ma question générale à moi maintenant, c'est effectivement essayer de relier ces performances in vivo des organismes face à des contraintes environnementales et les fonctions mitochondriales particulières. Donc pour cela, si on suit le principe d'Auguste Krogh, qu'il a cité en 1929, donc Auguste Krogh a été prix Nobel de médecine et de physiologie en 1920, et au cours de sa séance plénière de 1929 à Londres, il a énoncé ce principe, donc, où il a montré l'importance de choisir un modèle pour répondre à une question scientifique. Et moi, le choix du modèle ici, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est le poisson. Alors pourquoi le poisson? Et pourquoi surtout le muscle squelettique des poissons? Tout d'abord parce qu'au niveau de l'organisme entier, le poisson, on arrive facilement à mesurer son métabolisme, donc sa consommation d'oxygène, et également ses performances, donc les performances par le biais des performances de nage. Au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, on arrive aussi également facilement à récupérer la respiration cellulaire, donc la respiration des mitochondries, et donc un proxy des performances liées à la formation de l'ATP. Donc du coup, on arrive avec ce modèle donc, de muscle de poisson à relier ces deux échelles. Une chose importante pourquoi le muscle du poisson, parce que déjà au niveau structural, au niveau anatomique, la plupart des poissons, alors pas tous, surtout quand ça dépend du stade de développement, mais la plupart des poissons ont une forte séparation entre muscles rouges et muscles blancs au niveau anatomique. Et en fait, ça, je ne vous l'ai pas montré, mais au niveau histologique aussi, c'est-à-dire que si on regarde au niveau histologique, vous avez principalement que des fibres rouges, donc c'est 100% de muscles oxydatifs, et donc ça c'est important pour la suite, alors que le muscle blanc, ici sur la sardine par exemple, c'est que du muscle glycolytique, donc anaérobie. Donc là, le muscle rouge est un reflet du métabolisme aérobie du poisson. Une petite, je vais vous ponctuer ma présentation avec quelques slides de méthode. Là, ici, vous avez la méthode qu'on suit principalement pour mesurer les paramètres mitochondriaux. C'est ce qu'on appelle les Substrate and Coupler Inhibitor Titration, donc les SUT protocoles, qui font référence à Eric Neiger et donc à l'utilisation des machines ici, des Ouroboros, qui sont en fait des oxygraphes de haute précision. Donc du coup, on arrive à mesurer la respiration cellulaire de voire 1 mg de fibre. Typiquement, un exemple de résultat qu'on peut obtenir avec cet Ouroboros, ici sur le graphe du haut, vous avez en Y, en vert, donc la concentration d'oxygène, et puis en bleu, vous avez directement le flux, donc c'est-à-dire la respiration. On arrive directement à calculer la respiration mitochondriale ou des fibres. Et ici, je vous ai mis, pour simplifier, donc la chaîne de transport des électrons en jaune et l'ATP synthétase en vert.
Et lorsque l'on ajoute des substrats énergétiques de base, donc du coup par exemple pyruvate, malate et succinate, donc on obtient une oxydation, en tout cas une consommation basale de l'oxygène par la mitochondrie, par les fibres, sans que l'ATP synthétase ne fonctionne, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production associée d'ATP. Et lorsqu'on rajoute de l'ADP dans le système, ben, du coup le système s'emballe, et donc on arrive au niveau, à l'état qu'on appelle phosphorylant ou oxphose dans la littérature. Donc ça c'est vraiment, on voit ici que la respiration en bleu augmente. Donc j'arrête les ronds parce que ça te fait mal à la tête au bout d'un moment. Donc ça, cette méthode, elle nous permet d'obtenir ce genre de graphique où on voit bien que entre le muscle rouge et le muscle blanc, chez là ici la sardine et la dorade, on a montré qu'il y avait clairement une grosse différence de métabolisme. Donc la différence de structure d'anatomie entre muscle rouge, muscle blanc et histologique se retrouve également au niveau bioénergétique. Donc là, réellement, on a très peu de respiration liée au tissu anaérobie. Le fait d'arriver à séparer le muscle rouge en entier du reste des muscles de poisson, ça permet également d'obtenir ce genre de graphes, de paramètres qui sont donc la consommation, la dépense énergétique liée à l'organe. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans d'autres modèles, on n'est pas capable de mesurer le métabolisme aérobie musculaire chez d'autres organismes, puisqu'il y a toujours une mixité de fibres entre muscle anaérobie et aérobie. Là, chez le poisson, lorsqu'on prend du muscle rouge, encore une fois, c'est uniquement du métabolisme aérobie. Donc là, on voit que malgré le fait qu'il n'y ait que 5 à 10% de muscles rouges chez la sardine, chez la dorade, on a bien 75% du métabolisme qui est lié à l'organe en entier, au muscle rouge. Une autre chose, c'est que, ça, voilà, c'est connu, hein, mais le muscle rouge, ces deux types de muscles sont également inféodés à deux types de nages bien différentes, bien différenciées. Et donc du coup, si on se rappelle de mon lien entre les fonctions mitochondriales et les performances in vivo, là ça va être intéressant parce que la nage de routine qui est uniquement soutenue par le muscle rouge, et ben du coup ça va être un reflet de la performance aérobie du poisson. Donc la nage de routine, c'est une nage régulière, plutôt à faible vitesse, avec un effort qui peut être soutenu sur de longues durées, genre des déplacements migratoires par exemple. Alors qu'à l'inverse, vous avez le muscle blanc qui va être lui plutôt à l'origine des contractions rapides qui vont être liées au déplacement de type fuite ou prédation, donc avec une vitesse importante et un effort sur une courte durée. Toujours pour appuyer cette dichotomie, hein, si on regarde au niveau de l'activité électromyographique du muscle de poisson, chez la dorade ici, dans une étude assez récente de 2021, vous avez ici, on voit très clairement que le muscle rouge va commencer à s'activer pour des vitesses très faibles dès le début de la nage, en fait, alors que le muscle blanc va attendre d'atteindre des certaines vitesses pour pouvoir s'activer. Donc du coup, après, lorsque il est en nage de burst, en fait, il va principalement être relayé par rapport au muscle blanc. Donc la nage de routine et burst. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe quand on fait une petite vidéo sur des tunnels de nage, là vous avez des poissons zèbres, les deux sont à la même vitesse. Hein. Et vous voyez devant, vous avez un poisson qui arrive à garder sa vitesse de nage régulière. Et de l'autre côté, au fond, on voit un poisson qui nage de façon erratique en faisant des à-coups. Donc clairement, lui, il est en nage anaérobie. Donc justement, si c'était les tunnels de nage qui vous intéressaient un petit peu, voilà. Donc nous, alors c'est pas tout au laboratoire de Lyon, hein, mais globalement, on a des tunnels de ce type-là, donc du coup qu'on appelle en arène, qui sont faits pour des poissons poissons rouges, pardon,
une douzaine de centimètres, 12-15 centimètres maximum. Et après, on avait on a créé des tunnels. Bah, ceux-là, ce sont des tunnels donc faits main, entre guillemets, d'accord, faits au laboratoire, parce qu'il faut savoir que ça coûte relativement cher les tunnels de neige. Donc, quand je suis arrivé au labo, j'avais pas tout, mais j'en ai toujours pas. Mais il n'empêche que j'avais dit, bah, j'aimerais bien avoir des tunnels. Les tunnels, il faut savoir qu'un tunnel, c'est à peu près 15 000 € pièce. Et là, on en a fait 2 pour moins de 1 000 €. Et ça a été publié, etc. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont sympas. Je le montre parce que c'est assez sympa de montrer qu'on arrive à faire de la science autrement qu'avec plein de moyens. Bref. Donc, pour revenir à nos paramètres de performance de nage, les performances de nage, elles sont caractérisées par des vitesses particulières qu'on peut obtenir justement avec ces tunnels. Le premier, c'est la vitesse critique de nage, donc c'est la vitesse de nage maximale soutenue. La deuxième, c'est une vitesse de nage de transition, c'est-à-dire que le poisson, en fait, il va passer de la vitesse de la nage de routine à une nage donc par à-coup, et donc c'est là où on va pouvoir dire, bah voilà, là il est en métabolisme aérobie, là il est en métabolisme anaérobie, donc du coup on arrive à la vitesse maximale aérobie. Et ici, la vitesse maximale atteinte, on ne peut pas l'obtenir par des tunnels parce que c'est une vitesse qui est trop rapide. Donc du coup, c'est en général dans des couloirs de nage où vous avez des lasers qui viennent mesurer la vitesse vraiment précisément. Donc ça, nous, on n'a pas ça. Donc je vais vous parler principalement de la Euclid parce que c'est un paramètre qu'on utilise fréquemment et qui est le plus fréquemment utilisé dans la biblio. Le protocole, c'est comme un peu le VO2 max chez l'homme, c'est-à-dire qu'on augmente par palier la vitesse de nage. Et au moment où le poisson est exténué, donc il s'arrête de nager, on compte différents paramètres. Donc vous avez le temps final au dernier palier, d'accord ? La vitesse finale, c'est le dernier palier qui a été fait entièrement. Et vous avez donc la hauteur et la largeur d'un palier complet. Donc du coup, Euclid est égal à VF plus TF divisé par TI fois VI. Donc voilà, ça nous donne un paramètre qui est souvent utilisé. Ce protocole de Euclid, donc de VO2 max, il est également associé, enfin en tout cas on l'associe souvent à une consommation d'oxygène, à une mesure de consommation d'oxygène qu'on appelle le MO2, d'accord ? Et ça permet d'obtenir ce genre de courbe, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse, une augmentation de la consommation d'oxygène en fonction de la vitesse de nage. Ça permet donc avec ces graphiques-là, on obtient plusieurs paramètres. On peut obtenir le taux métabolique standard, donc le SMR, le taux métabolique maximal, donc le MMR, et par différence des deux, l'aérobic scope ou registre aérobie. Donc ça, c'est aussi des paramètres que j'utilise assez souvent dans mes études. Un graphique potentiellement ici intéressant pour mesurer le SMR, pour caractériser le SMR. Alors là, je vous ai menti, hein, c'est pas avec le tunnel de nage. En tout cas, c'est pas avec le VO2, avec la Euclid qu'on obtient cette courbe-là. Là, on le met avant, en fait, ce qui est dit dans la biblio, c'est que pour obtenir le SMR, donc le niveau vraiment basal du métabolisme, il faut au moins le mettre 12 heures avant dans un tunnel de nage pour qu'il puisse s'habituer, etc. Donc du coup, là, on voit bien que le poisson rouge au départ, c'est ce qu'on appelle le stress de manipulation. Petit à petit, il va diminuer jusqu'à atteindre, pour les espèces diurnes, un SMR au moment de la nuit, puis un rebond après lorsque vous avez un rebond d'activité, lorsque vous rallumez la lumière. Et donc on prend le SMR, c'est à peu près on prend généralement 10% des valeurs les plus basses de toutes les mesures qu'on a obtenues pendant ces 12 heures. Donc ce SMR, c'est également un indice de stress individuel. On pourra revenir dessus si vous voulez. Le taux métabolique maximal, il y a deux possibilités. Il y a soit on fait par les tunnels de nage au moment de l'augmentation avec le protocole de Euclid, soit sinon ce qu'on appelle un protocole de chasing ou de chasse en français, qui est de moins en moins utilisé
En fait, c'est lorsqu'on va essayer de chasser le poisson, on le met dans un bassin en général circulaire et puis on essaye de le chasser avec une épuisette jusqu'à ce qu'il soit vraiment exténué. Une fois qu'il est exténué, on le place dans une chambre respirométrique et là on obtient en fait le maximum parce que du coup on arrive à la dette d'oxygène. Et donc c'est cette dette d'oxygène qui va nous donner une idée du taux métabolique maximal. Ça, typiquement, c'est de moins en moins accepté par les comités d'éthique. Parce qu'en plus, en général, ce qui se faisait, moi je ne l'ai pas fait, hein. C'est filmé donc. Moi je ne l'ai jamais fait, mais en tout cas, ce qui était préconisé jusqu'à il y a quelques temps, c'était en plus de faire le chasing, de le garder un peu à l'air libre, pour être sûr que le poisson ne soit vraiment en dette d'oxygène. C'est pour ça que je le redis. Hein. Le taux, donc là, ça c'est une courbe de Ukrit, donc de l'évolution du métabolisme en fonction de la vitesse de nage. Et donc vous voyez que petit à petit, plus on augmente la vitesse de nage, plus le MO2 augmente. Et donc on obtient des valeurs maximales lorsque le poisson est fatigué. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'aérobic scope ou de registre aérobie, et ce registre aérobie, on le mesure en faisant la différence entre le taux métabolique maximal et le taux métabolique minimum, donc le standard metabolic rate. Et l'aérobic scope est assez reconnu, notamment en écologie, pour montrer les performances, pour être un indice des performances des poissons, en fonction notamment de la température, parce que cet aérobic scope il change beaucoup en fonction de la température et des autres contraintes environnementales, mais la température a été largement citée. Donc c'est la capacité aérobie des individus. Donc ça veut dire que c'est la capacité qu'un individu a à se mouvoir potentiellement, parce que c'est la réserve d'oxygène qui peut allouer à la locomotion, à des performances in vivo. Donc rapidement, pour vous montrer un petit peu ce que, de façon concrète, à travers une étude qui a été publiée l'année dernière, sur les conséquences de l'hypoxie chronique, donc du coup soit stable, soit intermittente. Alors là, je vous présenterai que les résultats sur l'hypoxie chronique stable pour simplifier un peu le message. Donc ça, c'était il y a quelques années, on a eu la chance d'obtenir une bourse de mobilité pour faire un échange avec l'Université d'Ottawa et notamment pour des étudiants. Donc il y a eu 2 étudiants canadiens, donc Hang Cheng et Eli Farhat ici sur la photo, qui sont venus travailler avec ma doctorante Elisa Toral pour cette étude. Donc du coup, le protocole les groupes c'était ceux-là. Il y avait un groupe témoin, donc 30 jours acclimaté à 100% d'oxygène, donc à saturation. C'était le groupe témoin. Le groupe hypoxie chronique, c'était 30 jours à 10% d'oxygène. Il y avait un groupe hypoxie intermittente qui avait 3 heures de retour à la norme oxy par jour. D'accord, donc on cassait le rythme de l'hypoxie. Et en même temps, on avait fait également, vous voulez voir l'effet de l'entraînement, donc couplé à ce problème d'hypoxie. Donc comme je vous l'ai dit, on pourra en rediscuter, mais aujourd'hui, je vais vous présenter que les résultats obtenus entre les témoins et les chroniques stables. Pourquoi ? Parce que ça permet d'illustrer un peu les méthodes que j'ai présentées juste avant. Chose importante, toutes les mesures ont été faites à 100% norme oxy, c'est-à-dire qu'en fait c'est une acclimatation, puis on a remis les poissons, on a fait toutes les mesures de performance, que ce soit mitochondriale ou in vivo, en norme oxy. Donc on a fait performance de nage et bioénergétique cellulaire. Ce qu'on a montré, c'est que la Ukrit, donc la vitesse de nage critique, était augmentée de façon statistiquement différente entre les témoins et les acclimatés à l'hypoxie. Ça veut dire qu'ils avaient augmenté leur performance de nage. En même temps, si on regarde le taux métabolique in vivo, le taux métabolique des poissons, chez le groupe témoin, alors le SMR est en noir, tout à l'heure il va y avoir le MMR en blanc, mais le SMR était diminué chez le groupe hypoxique. De même,
le groupe hypoxie avait également un taux métabolique maximal diminué. Donc ça, c'est ce qui est connu. Hein. C'est ce qui est connu, c'est que vous avez une dépression métabolique lorsque vous mettez des poissons en restriction d'oxygène. Du coup, une des premières adaptations, ça va être justement de baisser son taux métabolique pour éviter de consommer trop d'oxygène. Ce qui était intéressant par contre, c'est que l'aérobiscope, donc le registre aérobie, n'a pas changé. Donc comme ils ont baissé et le taux métabolique standard et le taux métabolique maximal, en fait, quand on regarde l'aérobiscope, il était inchangé, donc ça veut dire qu'ils avaient gardé la même capacité aérobie. Donc ça c'est important parce que ça permet de calculer un autre paramètre qui est intéressant, c'est le coût du transport, le cost of transport, donc Schmidt-Nielsen 76, qui a défini ce coût du transport comme la quantité d'oxygène nécessaire pour parcourir une unité de distance. Nous on a pris dans cette étude-là ce paramètre en divisant donc la UCRIT par le taux métabolique associé. Et donc comme vous avez tout à l'heure, je vous ai dit que la UCRIT était augmentée, et que le taux métabolique était diminué, donc de façon mathématique, hein, vous avez une diminution du coût du transport. Ce coût du transport, ça veut dire qu'il a largement augmenté son efficacité de nage. Il a augmenté ses performances, mais aussi son efficacité de locomotion. L'autre aspect de l'étude, c'était effectivement au niveau cellulaire, donc au niveau du muscle rouge de poisson rouge. Il n'y avait pas d'effet donc de cette acclimatation sur les paramètres mitochondriaux. Que ce soit au niveau basal ou au niveau des capacités oxydatives. Donc en conclusion, on a montré qu'il y avait une différence, en fait un mismatch entre ce qu'on observait au niveau in vivo et au niveau cellulaire. Donc ces adaptations métaboliques liées à une diminution de la disponibilité en oxygène vont dépendre du niveau d'intégration à laquelle on se place. Alors, maintenant je passe à un autre aspect, parce que du coup je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je présente. Donc là je vais vous présenter un autre aspect de ma recherche, comme ça on pourra discuter plus largement de ce qu'on pourrait faire. Donc là, l'autre aspect de ma recherche, là depuis quelques années, depuis 2019, avant le Covid, j'essaye d'intégrer comportement et écologie vraiment dans mes études d'écophysiologie, donc avec un collègue, François-Xavier de Chaumont-Charmeau, qui a été recruté en 2019 comme prof au labo, et Vincent Médoc, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Étienne. Et en fait, on essaye de travailler assez fort sur cette espèce-là, qui est donc une espèce de gobie invasif, le gobie à tache noire. Et on essaye de regarder, moi pour ma part, j'essaie de regarder s'il existe un pattern de bioénergétique associé à ce syndrome d'invasion, d'invasibilité. Donc pour faire une petite histoire du gobie, donc le gobie il a été décrit pour la première fois dans les années 2010 en France, hein, au niveau de la région Alsace-Lorraine. Et maintenant, il est au niveau en Haute-Saône. On travaille avec l'OFB qui nous permet de suivre la population et là où elle va, là où elle migre. Et donc pour l'instant, le front d'invasion, il est en Haute-Saône. Il y a eu une alerte un peu chaude de ce poisson vers le lac de Sainte-Croix, où il y a une population qui a été découverte. Alors il y a quelques années, hein, et en fait depuis, il semblerait que ce soit vraiment une histoire de pêcheurs qui ont amené ces poissons ici, mais l'OFB PACA est assez sur les nerfs parce que du coup, ils ont peur que ça vienne proliférer à ce niveau-là. Donc, d'où la petite affiche. Un autre poisson qui est intéressant, sur lequel on travaille en ce moment, c'est l'apron du Rhône. Alors l'apron du Rhône, c'est un poisson qui, à l'inverse du gobie, est un poisson qui est en voie d'extinction, d'accord, en voie critique d'extinction. Donc il est sur la liste rouge IUCN. Et en fait, on a la chance de travailler en collaboration avec
le PNA Apron et la citadelle de Besançon qui nous ont fourni des poissons donc, pour effectuer un projet de physiologie sur ce poisson-là, ce qui n'a jamais été fait puisque en fait, comme il était c'était une espèce en voie d'extinction, on n'avait pas trop le droit de faire de physio dessus. Donc là, du coup, on a deux espèces qui constituent un continuum. Alors c'est 2 points, vous allez me dire, mais c'est 2 points très extrêmes. Donc pour commencer, c'est plutôt pas mal. Il y avait donc c'est un poisson qui est, comme je vous l'ai dit, en voie d'extinction, donc qui n'arrive pas à rester dans son milieu. Et le poisson, le gobie à tache noire, qui lui est un poisson extrêmement invasif, donc du coup qui arrive à coloniser beaucoup de milieux. Donc si on se met au niveau dans le cadre théorique du syndrome du rythme de vie, de pace of life, on pouvait supposer que l'apron avait plutôt un rythme de vie lent, d'accord, et au contraire le gobie plutôt un rythme de vie rapide. Si on regarde la plasticité, l'hypothèse était au départ que donc l'apron avait une plasticité faible, ça veut dire que du coup il n'était pas capable de réagir aux différences environnementales qu'il rencontre maintenant, et donc du coup c'est pour ça qu'il est en train de se casser la figure. Et à l'inverse, le gobie avait plutôt une plasticité assez importante, et donc du coup était capable de performer sur de larges gammes de température, de salinité, etc. Donc c'est plutôt généraliste versus spécialiste. Et enfin, au niveau du métabolisme, on pouvait penser que, en termes d'allocation énergétique, le gobie à tache noire, lui, aurait plutôt un métabolisme élevé qui lui permettait d'allouer plus d'énergie en fonction des trois postes ici, et principalement au niveau de la reproduction, parce qu'il est décrit comme un reproducteur très important. D'où ma question sur la bioénergétique de l'invasion. On a fait une manip, c'est plus qu'une pré-manip, avec une étudiante de M2 l'année dernière, où on a comparé la réponse trophique. Donc ça c'est vraiment, je ne suis pas spécialiste du tout, mais c'est plutôt Vincent Médoc que je vous ai présenté juste avant qui s'occupait de cette partie-là, et métabolisme in vivo. Donc c'était pour avoir en fait la relation entre le métabolisme et l'impact que pouvaient avoir ces deux espèces au niveau de la chaîne trophique. Et en fait, on s'attendait à ce que l'apron ait une réponse fonctionnelle plus faible et le gobie ait un métabolisme plus faible, comme je vous l'ai dit. Or, on s'est complètement trompé. Hein. Donc, d'après ce qu'on a vu, c'est que, d'après nos conditions, le taux métabolique et la réponse fonctionnelle étaient plus élevés chez l'apron. Alors ça, quelque part, ça peut être une explication à ça, qui est que souvent on dit qu'un métabolisme énergétique élevé va être plutôt apprécié, avantageux en conditions favorables. Et là, il y a pas mal de papiers qui expliquent ça, des papiers de Sonia Hauer, qui dans les années en 2015, 2016, 2017 a pas mal publié là-dessus, qui montrait que lorsque vous avez des poissons qui sont dans des conditions où la nourriture est fournie ad libitum, en fait les meilleurs poissons performaient bien mieux, mais par contre quand ils étaient en restriction calorique, ces poissons qui avaient un taux métabolique élevé en fait n'arrivaient pas à suivre. A l'inverse, un poisson qui était plutôt avec un taux métabolique faible, même lorsqu'il était en ad libitum, du coup, lorsqu'il se mettait en restriction calorique, finalement, ça l'impactait moins. Donc, du coup, il était plus résilient. Donc, globalement, on pourrait imaginer un pattern comme ceci pour le gobie et pour l'apron, donc permettant donc d'expliquer pourquoi le gobie est invasif, pourquoi il arrive à s'implanter un peu de partout, parce que là où il va arriver, potentiellement, il ne sait pas les conditions de nourriture dans lesquelles il va se trouver, alors que l'apron, par exemple, avait peut-être à l'époque beaucoup de nourriture à disposition, et que petit à petit, avec les changements climatiques et l'anthropocène qui arrive, du coup, il peut y avoir des changements au niveau de la fourniture, de la production de nourriture. D'où potentiellement une extinction. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est comme je vous l'ai mis, c'est des perspectives, c'est du travail en progrès, en cours.
On a pris une étudiante de M1 cette année pour travailler un peu sur les effets de la température chez le gobi, et un étudiant de M1 également sur plutôt la partie flexibilité mitochondriale chez l'apron. Donc du coup, avec toujours pareil, en fonction de la stochasticité de température. Un dernier travail, un dernier projet qui m'intéresse, et peut-être, j'espère qu'il pourrait vous intéresser aussi, c'est cette méthodologie de bioénergétique. Elle est très intéressante, mais quand on arrive dans un contexte écophysiologique ou écologique avec des espèces un peu emblématiques ou des espèces qui sont hors laboratoire, on se retrouve devant un problème un peu important, c'est que pour faire des prélèvements de muscles, pour l'instant, on pratique l'euthanasie. Donc on est obligé de sacrifier les poissons. Là, depuis cette année, j'ai une étudiante en M2 qui a commencé en janvier et qui va essayer de voir la conséquence de microbiopsie. En fait, si on arrive à faire des microbiopsies répétées sur les poissons pour essayer d'avoir une étude longitudinale, ça veut dire qu'on peut faire sur le même individu, faire plusieurs prélèvements de mitochondries pour voir un peu l'évolution des paramètres mitochondriaux sur le même individu, avant et après acclimatation par exemple, et de deux, pour essayer de faire ça sur des poissons un peu plus emblématiques et en évitant cette euthanasie. Donc j'ai pas de résultats à vous présenter ici, on peut en discuter parce que j'ai dans la tête. Mais voilà. Enfin, pour finir, juste pour vous recentrer un peu mon contexte de travail, c'est que j'essaie de faire en sorte que la bioénergétique soit au centre de différentes disciplines. Et donc ça amène des challenges un peu techniques et méthodologiques qui sont notamment ces changements d'échelle, etc. Donc voilà, là depuis quelques temps, j'essaie de regarder un peu plus au niveau de la conservation, en physiologie de la conservation, pour les futures perspectives de travail. Pour finir, je voudrais juste remercier les personnes qui ont partagé, qui ont travaillé, collaboré avec moi sur les projets que je vous ai présentés. Donc les collègues du LENA, bien sûr, le collègue de l'université de Saint-Étienne, et puis sans oublier les techniciennes qui s'occupent des poissons, qu'on oublie souvent et que du coup, qui sont importantes pour ce travail-là. Michael Béjean étant le collaborateur de la citadelle de Besançon avec qui je travaille sur la thématique app. Merci. Merci Loïc pour ta présentation. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui entrent en résonance avec nos travaux ou nos approches.